Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous apprenez à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Laurent dont la mission est de nous aider à atteindre la liberté financière. Il construit lui-même sa liberté pas à pas et témoigne de sa démarche sur sa chaîne YouTube qui s'appelle simplement Liberté financière. Il va aujourd'hui partager avec nous ses erreurs et ses succès en investissement et ses stratégies pour générer des revenus complémentaires sans attendre 10 ou 20 ans de plus. N'oubliez jamais que pour investir, il faut épargner et pour épargner efficacement, un budget clair vous facilitera grandement la tâche. Pour cela, vous trouverez des défis et des formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénite-finance.fr. Allez, c'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour. Enchanté de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne de Plénite Finance et surtout de te faire connaître à tous les gens qui nous suivent sur cette chaîne. Alors peut-être, moi je vais dire quelques mots sur comment je t'ai connu, Laurent. Moi je t'ai connu tout simplement en scrollant sur YouTube parmi les vidéos autour de la thématique des finances personnelles, qui est un sujet qui me passionne. Donc je suis tombé sur ta chaîne où, si j'ai bien compris tout ce que j'ai regardé, tu nous présentes ton avancée sur le chemin de la liberté financière. Bien entendu, c'est un des sujets dont nous allons parler aujourd'hui, en explorant d'autres choses autour des finances personnelles. Et pour commencer, on ne va pas déroger à la tradition de la chaîne et parfois du format interview sur les podcasts, à savoir, je veux bien que tu prennes le temps de nous détailler ton parcours, qu'il soit personnel, professionnel, et puis bien sûr, je rebondirai sur tout ce que tu pourras nous apporter. Il n'y a pas de souci. Écoute, merci Xavier pour ton invitation déjà. Alors moi, je m'appelle donc Laurent Dussault, marié, 2 enfants, j'habite dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et voilà, concernant mon parcours, écoute, parcours assez simple. Je suis issu d'une famille, on va dire, populaire. Mon père était ouvrier, ma mère, mère au foyer. Donc assez peu de revenus. Et petit à petit, en fait, j'ai eu un petit déclic d'ailleurs aux alentours des, on va dire 14-15 ans, où je me suis dit, à un moment donné, tu vois, j'étais pas obligatoirement un bon élève, et je me suis dit, il va peut-être falloir bosser quand même pour aspirer à avoir un petit peu plus d'argent au quotidien plus tard, quand tu auras la trentaine. Donc c'est ça qui m'a poussé un petit peu à faire des études, à pousser jusqu'au bac+5, tout simplement. Et puis, écoutant toujours mes parents, qui poussaient, tu as dû connaître ça également, il y a 15-20 ans, à avoir un petit boulot pépère à garder ton travail jusqu'à la retraite. Ils m'ont poussé en me disant, va dans la fonction publique. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur hospitalier. J'ai travaillé pendant quasiment 17 ans dans le domaine hospitalier, au CHU de Caen et au CHU de Bordeaux. Et suite à la période Covid, j'en ai eu vraiment un petit peu ras-le-bol du parcours, sachant que j'ai toujours eu un petit peu l'âme entrepreneur. Et j'ai décidé à ce moment-là d'ouvrir une autre porte, celle de l'entrepreneuriat sur YouTube. D'accord, super. Alors, ton âme d'entrepreneur, elle s'était manifestée comment avant ça ? Alors en fait, moi j'ai toujours aimé un petit peu, alors peut-être aussi parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, j'ai toujours aimé un petit peu l'argent et dès que j'ai commencé à gagner mes premiers salaires en tant que salarié, bien sûr, j'ai commencé un petit peu à épargner. Et puis très vite, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir de l'épargne. Ok, tu as une épargne de sécurité, mais que faire avec cela ? Et donc, j'ai commencé à investir à partir, on va dire, de 2010. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Alors, j'ai fait des investissements de manière un petit peu, on va dire, aléatoire, pas obligatoirement de manière régulière. Et c'est qu'à partir, globalement, de 2017 et surtout de 2019, où là, il y a eu une vraie bascule mentale, et c'est assez rigolo de prendre le recul là-dessus. C'est tout simplement la participation à un mastermind sur Bordeaux qui m'a amené tout simplement un déclic de rencontrer des investisseurs qui avaient fait, et c'est là où ça a été le début d'un nouveau parcours. D'accord. Alors mastermind, c'était sur quoi ? Quelle thématique justement ? L'investissement en général ? C'était sur l'immobilier. L'immobilier, Alors, d'accord. je voulais, moi, personnellement, investir dans l'immobilier, mais j'ai toujours été très frileux, peureux, peur de perdre de l'argent. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, l'organisateur ne réalise plus ce genre d'événement. Mais j'ai failli ne pas y participer parce qu'au début, c'était un samedi. Le billet d'entrée était à 200 €, je crois. Je me suis dit, non, 200 €, je vais peut-être pas participer. Voilà, il y avait le doute. Et en discutant justement avec le fondateur, il m'a dit, non, tu peux prendre un abonnement mensuel qui est résiliable à n'importe quel moment. Et tu payeras que 30 € par mois et tu peux résilier quand tu veux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai ouvert cette porte-là et je ne regrette pas du tout. Ça t'a remboursé ton investissement depuis. Exactement.
2020, le Covid, tout ça, donc là, tu t'es dit quoi, en fait? Je suis prêt à ouvrir une autre voie et comment tu as choisi cette autre voie? Même si j'entends que tu étais déjà tourné vers l'investissement, les finances personnelles, parce que c'est pas évident de choisir vraiment le créneau sur lequel tu vas pouvoir te développer. C'est sûr, il y a eu deux étapes à l'issue de ce mastermind. Donc déjà, j'ai fait 2 investissements immobiliers qui m'ont permis déjà d'avoir, du cash flow qui rentrait sur ces 2 investissements. Ça a été très, très compliqué, comme projet à mener quand on n'a pas beaucoup d'expérience, si ce n'est, voilà, une certaine expertise au niveau administratif, mais derrière les Ouais, travaux, les locataires, tu connais peut-être cela aussi. ouais, ouais. Et en parallèle, le Covid a été aussi une période assez compliquée. Je me suis dit: «Bon, je génère un petit peu de revenus passifs, c'est peut-être le moment de négocier et de quitter mon emploi et donc de me lancer dans l'entrepreneuriat», voilà. D'accord. Immobilier, tu avais acheté des appartements, en physique, c'est ça? Oui. Ouais, OK. Donc tu as assuré la gestion toi-même et tout, hein, si je comprends bien? Alors j'ai fait deux projets, une colocation à 1 heure de Bordeaux que j'ai revendu par la suite. D'accord. Voilà, que j'ai revendu avec un petit peu de plus-value, mais surtout mauvaise analyse au départ de la demande locative. Donc, comme quoi Ah, investir dans l'immobilier, c'est pas si simple que cela. Mais il y a eu quand même voilà, des plus-values qui sont rentrées, donc c'était très bien comme projet. Et puis également un autre projet autour de ma résidence principale avec un studio que je loue en location courte durée. Donc là, il y a une vraie proximité ah immédiate. oui, 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 oui. Et c'est quelque chose qui tourne toujours depuis 4 ans et un superbe investissement, quoi. D'accord, ouais, avec une gestion qui est quand même simplifiée, par la proximité, immédiate, du quotidien, quoi, j'imagine. Oui. OK, et sur ces 2 investissements, tu dis que tu as réussi à gagner de l'argent, de suite. Alors tu peut-être pas, fait un emprunt de la totalité ou alors c'était peut-être à une époque où les taux étaient tellement bas que c'était possible, ou tu avais tellement bien négocié que c'était possible? Alors, par contre, pour le coup, c'est pour ça, ça c'est un petit peu, peut-être des conseils ou, donner son avis justement, par rapport à notre expérience. Je pense que c'est important et c'est ce mastermind qui a tout déclenché parce que j'ai commencé à développer un réseau d'investisseurs et avant, je me biberonnais un petit peu aux vidéos YouTube qui sont très intéressantes, hein, j'en fais maintenant beaucoup aujourd'hui, Mmh. mais c'est important d'accompagner ça avec du réel, des acteurs, locaux. Il y a des apéros IMO, et même Ouais. entrepreneurs dans toute la Mmh mh. France, dans toutes les villes de France et ça, c'est important de sortir de chez soi et en rencontrant ce genre de personnes, on fait, on va plus vite déjà dans l'analyse d'un bon projet, d'un mauvais projet et donc sur mes 2 projets, bah, j'ai fait quand même des projets, bien achetés, bien montés, ce qui m'a permis sur la colocation, de ressortir à peu près avec 20 000 € voilà, de cash après les impôts. Donc c'est quand même un bel aller-retour. Je l'ai gardé qu'1 an et demi. Et Mmh pour mh. la location courte durée, bah là, c'est toujours en cours, tout simplement, et c'est intéressant, quoi. Ça marche bien. D'accord, donc tu t'es lancé, tu as commencé par quoi là? Une fois que tu as quitté ton emploi, donc au CHU, tu as fait quoi? La première étape a été de lancer une première chaîne YouTube qui parlait de réussir sur YouTube, tout simplement. C'est-à-dire que D'accord. je partageais mon quotidien de créateur de contenu, comment maîtriser l'algorithme YouTube. Donc, je me suis énormément formé sur le marché US. Mmh mh. Donc, j'ai vraiment persévéré pendant 9 mois, 10 mois, mais en fin de compte, ça n'a pas abouti. Comme quoi, bah, c'est bien de faire les choses, on fait des erreurs, et après, faut repartir sur autre chose. Donc là, j'ai pu quand même voilà, développer beaucoup de compétences autour des réseaux sociaux, que ce soit autour de miniatures, montage et pas mal de choses. Et après, alors je n'aurais pas, ce qui est assez étonnant, la vie nous mène dans certains cas devant certains événements qu'on peut pas maîtriser. En fait, voilà, dans mon événement, mon environnement familial, j'ai eu une problématique. En fait, mon fils s'est fait agresser, voilà, pas loin de chez moi, et ça a été très compliqué. J'ai dû arrêter mon activité pendant 1 mois, globalement, le temps de faire les démarches d'avocat et ce genre de choses. Ouais. Et c'est là où justement, bah, cette pause a été un petit peu très utile pour me dire, bah non, ton premier business au bout d'1 an, c'est bien, tu as développé beaucoup de compétences, mais tu n'arrives pas à en vivre suffisamment. J'arrivais Mmh pas mh. à générer suffisamment d'argent. Et c'est là où je me suis dit, tu fais beaucoup d'investissements en parallèle, tu as investi aussi en bourse, tu as fait pas mal de choses. Développe une chaîne YouTube autour de l'investissement. Je m'étais donné encore 1 année et je me suis dit, bah, tu partages tous tes revenus en toute transparence et tu te challenges chaque mois à partager tes revenus pour qu'ils soient croissants de mois en mois. Comme ça te donnera une lisibilité sur l'avenir. Et c'est ce que j'ai fait donc dans cette deuxième phase. Ouais, c'est vrai que c'est spectaculaire parce que tu affiches, clairement, tous tes revenus.
C'est pas une démarche qui est évidente, hein, surtout, tu parlais du monde anglo-saxon tout à l'heure, là, bon, nous, on n'y est pas et c'est vrai que, bon, l'argent, c'est parfois un peu tabou, dire combien on gagne, c'est pas évident et puis, en plus, bah, c'est une petite mise en danger par rapport à la communauté qui te suit parce que, bah, tu sais jamais ce qui va se passer exactement le mois d'après. Enfin, tu as ton plan d'investissement, tu as tes projets, mais tu sais jamais bien ce qui va revenir donc bah, bravo pour la transparence. Et puis, en effet, cette transparence permet de montrer à chacun, bah, que ce que tu racontes, c'est du réel, c'est du concret. Les plateformes, que tu promeus, bah, c'est celles que tu utilises. Donc, c'est clair que c'est une plus-value pour ces plateformes, une plus-value pour toi et puis surtout pour les gens qui t'écoutent. Ouais, ça donne une certaine crédibilité effectivement, par rapport à Ouais, certains influenceurs qui peuvent partager des choses. Moi, c'était le deal en fait d'être totalement transparent, l'idée est de partager du contenu que sur les plateformes et sur les investissements où j'investis moi-même. Donc en faisant ça, effectivement, on amène un peu plus de crédibilité, même si je peux me tromper. Après, je suis pas conseiller, en gestion de patrimoine ou ce oui, oui. genre de choses. Je suis juste un influenceur, un créateur de contenu, mais ça amène quand même, voilà, un certain respect aussi, même dans les commentaires, parce que j'ai Ah très, oui. très peu de mauvais commentaires. Oh, super. Alors, quel est ton objectif personnel, à toi, en termes d'investissement et de chemin, sur la route de la liberté financière? Est-ce que tu en as un? Je suppose que tu en as un. Est-ce que tu vas le dévoiler? Je ne sais pas, mais je suppose que tu en as un. Non, l'objectif, macro, bon, je pense que tout le monde l'a et c'est des choses qui sont, souvent répétées, que ce soit dans les bouquins ou sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 libertés. La liberté financière, dans un premier temps, une étape intermédiaire avant la liberté temporelle et géographique. C'est ça qui me tient à cœur. L'idée, c'est voilà, de continuer à développer mes investissements, d'entreprendre de plus en plus pour, bah, voilà, amener des revenus, complémentaires et d'investir toujours plus chaque mois pour avoir cet effet, boule de neige Ouais. qui continue, voilà, de mois en mois et d'année en année. Ouais, ton objectif, ça reste ouais, comme tu dis, d'investir chaque mois plus que le mois d'avant, notamment grâce aux premiers intérêts qui ont été générés par tes investissements déjà actifs, c'est ça? Exactement. Parce que quand on prend du recul, la liberté financière, elle peut être atteinte de 2 manières. Soit on peut être salarié ou libéral ou peu importe, mais toucher un salaire globalement, fixe chaque mois de Ouais. l'année. On va épargner pas à pas. Alors effectivement, on peut avoir l'effet boule de neige si on touche des intérêts mensuels, on peut réinvestir. Mais on peut utiliser n'importe quelle calculatrice d'effets cumulés, on va mettre 20, 30 ans, ça va Ouais. dépendre de notre capacité d'épargne, mais ça va être long. Et quand on a mis ça en place, et ce que j'ai fait au départ, on se rend vite compte que c'est les revenus aussi, qu'ils soient salariaux ou d'entrepreneurs, qu'il faut augmenter pour accélérer, parce que la variable temps est très importante. Ouais. OK. Donc tu as parlé des 3 libertés. Première liberté financière, donc ça veut dire, en fait, arriver à recevoir tous les mois, un certain montant qu'on se fixe, je sais pas, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 €, plutôt composé de revenus passifs, hein? La notion de liberté, c'est ça, c'est que normalement, j'ai pas grand Oui, chose à faire pour les toucher. exactement. L'idée, c'est d'aller que vers l'investissement passif et moi, après, j'ai une règle personnelle là-dessus. L'idée, la vraie liberté financière, elle sera atteinte quand je pourrai, à partir des revenus passifs, dépenser que la moitié et réinvestir l'autre moitié. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où, même si on touche 2 000 € de revenus, passifs mensuels, on peut se dire: «Ça y est, j'y suis». Mais derrière, il faut assurer, sur le long terme, son train de vie. Il y a Ouais. l'inflation, dans 20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, la fiscalité peut changer. Donc c'est important pour moi d'aller vers cette règle des 50-50 et d'ailleurs, c'est un autre youtubeur qui en a parlé et c'est quelque chose d'ailleurs, c'est une petite, lumière qui s'allumait dans mon cerveau en comprenant ça. Si on dépense que 50 de ses revenus, inévitablement, si on réinvestit les 50 restants, c'est un effet boule de neige, assez Mmh. monstrueux, en fait. Oui, tu dis que même quand tu seras, au bout d'une première étape de ton chemin, tu continueras à investir la moitié de ce que les revenus passifs te rapportent pour, Oui. ouais, prévenir ce qui pourrait arriver, les changements de réglementation et puis des accidents de la vie et tout ce qu'on veut, quoi. Tout simplement et puis avoir aussi une assurance, enfin une partie sociale. Quand on n'est plus salarié, je crois qu'il y a certaines taxes comme la taxe PUMA, il y a inévitablement il faut beaucoup de sécurité quand on parle de Ouais, liberté financière. Après, c'est pour ça que dans une première étape, c'est important de cibler des compléments de revenus réguliers et rien que ça aussi, c'est quelque chose qui permet de s'alimenter mentalement pour continuer ouais, un petit peu ce long travail parce que c'est long, c'est quand même un petit peu de sacrifice même s'il faut continuer à vivre en parallèle, mais il faut déjà, et ça, je suis en train un petit peu de changer ça sur ma philosophie d'investissement. Euh, J'aime beaucoup avoir des retours assez palpables à court terme, des revenus mensuels.
c'est pour ça que je suis un petit peu plus sur l'immobilier plutôt que peut-être la bourse, où ça va être compliqué, d'investir, et d'avoir des revenus rapidement, avec aussi beaucoup de volatilité, ouais. Oui. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes investissements? Quels sont tes investissements, favoris, aujourd'hui? Alors on peut les retrouver si on va sur ta chaîne YouTube, hein, donc je pose la question, je connais un peu la réponse, mais j'aimerais que tu nous la partages et que tu nous expliques, les choix que tu fais en gros et pourquoi. Donc il y a plusieurs choses, hein, dans dans mes investissements. Je diversifie d'ailleurs de plus en plus, hein, même si au début j'étais un petit peu trop agressif sur certains secteurs. Il y a une part de bourse également, assez importante sur, des actions américaines, même si c'est pas la partie la plus importante. Je continue tous les mois à faire le DCA, du dollar cost averaging, pour, voilà, sans me prendre la tête, investir. Je fais sur un courtier qui permet d'investir chaque semaine aussi pour lisser mon point d'entrée, et ça, je suis assez, content de faire cela parce que, voilà, sur des actions notamment américaines, c'est difficile sur des actions françaises, Ouais, un peu plus à mon sens. Je pense que c'est, quelque chose, une bonne gestion, voilà, de bon père de famille. ouais. J'investis également donc un petit peu dans l'immobilier physique, j'en ai parlé tout à l'heure. J'investis, également dans le crowdfunding immobilier et principalement des projets à intérêt mensuel. Pardon, juste avant que tu nous parles du crowdfunding, le DCA, donc l'idée c'est d'investir, tous les mois, une somme plutôt fixe, je crois, qui nous permet, de contrer un peu, la volatilité du marché. Tu en as parlé, la bourse, ça peut monter et descendre fort. Donc quand ça descend, c'est pas dramatique parce que tu rachètes plus bas et quand ça monte, de toute façon, c'est toujours positif et donc tu peux continuer à acheter, pour prévenir une autre montée. Mais en tout cas, l'idée, c'est de diluer le risque et de faire confiance à la courbe, moyenne de la bourse qui va quand même, vers le haut malgré des à-coups, hein, qui peuvent être, violents et qui permet aussi de ne pas paniquer si on achète à ce qui paraît être le mauvais moment, mais qui 2 ou 3 ans après peut être le bon moment. Je pense notamment à la crise, Covid en 2020, hein, la bourse a perdu, 20 ou 30 en quelques jours et en a regagné, au moins le double dans l'année qui a suivi donc voilà, le DCA, c'est ça, le dollar cost averaging et donc je te laisse parler, de l'immobilier, du crowdfunding pour bien nous expliquer ce que c'est et qui te rapporte d'ailleurs des revenus mensuels, nous dis-tu? Tout à fait. Le crowdfunding, donc, c'est faire appel à la foule pour, lors d'une collecte, apporter de l'argent à un porteur de projet. Alors ce qui se passe, c'est qu'en France, beaucoup d'acteurs dans l'immobilier ont besoin de financement, aujourd'hui. On sait très bien d'ailleurs qu'on construit pas assez de logements, on n'en rénove pas suffisamment, et aujourd'hui, ces porteurs de projets, que ce soit de la promotion immobilière, même si j'ai un petit peu moins d'affection sur la promotion, immobilière. Je préfère plutôt des projets de marchand de biens, donc de rénovation. L'idée, c'est de financer un petit peu des marchands de biens qui ont besoin de liquidité, qui vont faire de l'effet de levier Mmh. pour, multiplier des projets. Alors eux, ils sont professionnels, ils ont besoin de financement, ils vont passer par une plateforme donc professionnelle qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, hein. D'accord. Il y a un agrément qui s'appelle l'agrément, PSFP, pour prestataire de services en financement, participatif, et derrière, donc cette plateforme, par une communication, fait appel à divers investisseurs. Alors, c'est pas un, 2, 10 investisseurs. Souvent, sur un projet, on est vite à 100, 200 investisseurs, et on peut commencer à investir sur certaines plateformes à partir de 1 euro. Donc c'est vraiment une Ah d'accord. démocratisation de l'investissement, notamment, je pense à la première brique. Et pour les marchands de biens ou les promoteurs, ça leur permet d'avoir, un financement supérieur à celui que la banque seule leur octroie? Alors en fait, la difficulté, c'est qu'il y a eu depuis la guerre en Ukraine, il y a eu, des problématiques de taux, une Oui. hausse, très, très forte des taux. Les banques ont tout simplement fermé le robinet, voilà, du prêt. Donc les acteurs de l'immobilier ont vraiment les plus grandes difficultés à se faire financer. Donc ça, c'est le premier point pour lesquels elles vont, taper à la porte de ces Ouais. plateformes de crowdfunding. Et le deuxième élément également, c'est que ces plateformes ont une réactivité bien plus importante par rapport au process bancaire qui va être assez long, souvent 2, 3 mois, alors qu'une plateforme va être en capacité de lever des fonds en 15 jours et de verser l'argent sur le compte du porteur en 3 semaines, en fait. Et ça permet d'éviter de passer à côté d'une opportunité. J'avais pas bien vu l'aspect, rapidité pour le porteur de projet, d'accord. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, après, c'est un placement,
plus à risque parce qu'on est sur des taux délivrés entre 10 et 12%. Il n'y a aucun investissement qui est sans risque, hein. Il y a un risque d'illiquidité également. Mais donc, du coup, effectivement, les porteurs de projets doivent payer plus de frais pour être financés. Donc, ça nous rémunère en termes de taux. Et donc, ça permet en fait d'avoir des projets sur une durée de 6 mois à 24 mois. Et je fais beaucoup d'analyses d'ailleurs sur ce genre de projet sur ma chaîne Ouais. YouTube. D'accord. Et malgré la durée, si c'est à 24 mois, tu peux quand même ne pas toujours attendre les 24 mois pour recevoir des intérêts. C'est ça que je comprends? Oui. En fait, il y a plusieurs modèles. Alors souvent, le projet peut être terminé avant. Si la commercialisation est plus rapide, ça peut se terminer en 6 mois. J'ai même vu des projets en 1 mois, c'était revendu en fait. D'accord. Mais souvent, on a des intérêts séquestrés sur 3 mois, donc on touche quand même 3 mois d'intérêt, même si c'est vendu au bout d'1 mois. Après, ça peut durer 12 mois, 24 mois, mais aussi il peut y avoir des prorogations et des problématiques sur certains projets, parce qu'il y a des porteurs de projets qui jouent pas le jeu. Le marché s'est totalement effondré sur certaines villes de France, donc peut y avoir aussi une perte en capital, hein, comme en bourse, comme dans d'autres investissements. Ouais, bien sûr. Ok, donc immobilier, c'est de l'immobilier là en fait, la bourse. D'autres choses sur lesquelles tu investis? Après, donc, il y a cet immobilier, puis également depuis assez peu de temps du crowdlending, Ah, pour 2 raisons. Alors le crowdlending, c'est également du prêt, mais plus à des particuliers ou des sociétés. Donc là, on sort un petit peu de l'immobilier d'accord. et c'est un type d'investissement de diversification qui permet en fait d'aller sur d'autres pays, d'autres acteurs. Ça permet Ok. d'aller investir par exemple au Mexique, en Afrique du Sud. Voilà, il y a pas mal d'autres pays. Donc je trouvais assez intéressant d'aller vers ce type de plateforme parce qu'elle verse des intérêts mensuels avec des taux assez intéressants. Et également, pour la plupart, sauf une, il y a des taux de défaut à 0% avec également des retards très très faibles. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités, les prêts souvent c'est 1, 2, 3 mois et ça tourne très très bien, quoi. D'accord, merci. Alors c'est vrai que bon, c'est super ton témoignage et il m'étonne un peu à la fois parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu étais quand même plutôt un profil prudent, tu avais peut-être un goût du risque, mais dans une certaine mesure. Et là, tu me dis que tu vas prêter de l'argent à des entreprises au Mexique pour faire je ne sais quoi. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le niveau de risque, c'est peut-être moi qui, vu de chez moi, je le vois trop grand ou... Alors le risque est... Après, on peut le comparer avec le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding Oui, immobilier, on pourrait se dire que c'est un peu, qu'il y a un peu moins de risques. Il y a l'agrément PSFP, il y a l'autorité des marchés financiers derrière. Mais la réalité, c'est que il y a quand même un certain nombre de projets qui sont en délicatesse, ouais, surtout les projets de 2021 et 2022 qui ont été lancés à une période où le marché se portait correctement, la guerre est arrivée, les taux ont augmenté, les prix également ont baissé, ce qui fait qu'aujourd'hui, les projets lancés en 2021-2022 sont quand même en difficulté. Les porteurs aussi, il y a eu certaines liquidations, il y a eu pas mal de difficultés, et donc il y a aussi des problèmes. Côté crowdlending, donc la régulation est certes moins forte, mais après, derrière, ce qui est important, c'est d'analyser la société de prêt qui va faire tous ces prêts in fine au Mexique. Et on a notamment accès au bilan financier de ces sociétés-là. Et d'accord. quand on multiplie son investissement sur plusieurs sociétés de prêt de ce type-là, ça permet d'avoir, bien sûr, dans une démarche de diversification, on ne va pas mettre 50% de son portefeuille là-dessus, mais ça permet d'avoir des taux supérieurs à 10% sur un investissement qui a une dizaine d'années, avec zéro taux de défaut et très peu de retard, même si on sait que demain, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais ça permet de diversifier. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'investisseurs, moi, que je côtoie via ma chaîne YouTube, qui investissent, comme certains le feraient peut-être en crypto-monnaie, mais c'est pas obligatoirement ma tasse de thé, qui font ça d'un point de vue diversification. Ça peut faire partie d'un portefeuille global. Et donc, tu vois, tu as une analyse à chaque fois assez détaillée. Là, on voit, hein, tu nous en parles avec aisance et on voit que tu analyses tes projets. C'est ce que tu présentes sur ta chaîne. Avant d'investir quelques milliers d'euros dans un projet, tu passes combien de temps à analyser avant? Enfin, maintenant, tu dois avoir un process d'analyse, j'imagine. Tu dois savoir où il faut regarder, hein, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire? Oui, en fait, mes critères de sélection sur un projet ont énormément évolué. J'ai fait beaucoup d'erreurs personnellement en 2021-2022. J'ai des projets en difficulté. Assez
assez peu par rapport à mon volume global, mais j'en ai quelques-uns, hein, ça c'est voilà, en toute transparence. Oui, oui. Après ce qui est important de comprendre, c'est, il faut déjà protéger son capital, donc il faut prendre une garantie, sur le bien. Tous les projets de crowdfunding immobilier proposent certaines garanties, mais certaines sont beaucoup plus fortes que d'autres. Et je D'accord. pense notamment à l'hypothèque de premier rang ou la fiducie, qui sont des garanties sur le bien, c'est-à-dire que si le porteur fait défaut, la plateforme récupérera soit par voie judiciaire aux Ouais. enchères, on pourra revendre le bien, soit par un fiduciaire, et ça c'est la fiducie, c'est quelque chose qui grossit beaucoup en ce moment. Ça permet d'avoir vraiment une garantie sur le bien et donc de préserver son capital avant toute chose. Ça c'est Mmh. important si on veut voilà, cibler la liberté financière sur le long terme. Donc la garantie pour moi est quelque chose de très important, surtout depuis 2 ans maintenant où je prends de très très grosses garanties. Et après ce qui est important, c'est comme de l'immobilier physique, c'est d'aller chercher des projets qui nous plaisent, de pas se forcer, d'aller chercher des projets sur des emplacements premium, hein, comme on dit Ouais, toujours, ouais. l'adage en immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, entre investir, voilà, je sais pas, à Cannes, ou aller investir dans un projet qui va se situer à 50 kilomètres d'Amiens, dans un secteur compliqué, avec un Ouais. marché délicat. Voilà, il faut faire le tri sur les porteurs de projets aussi. Certains peuvent être très endettés et trop endettés, donc il faut plutôt les éviter. Donc c'est un jeu entre pas mal de critères, mais mon analyse, en fait, en moins de 5 minutes, je sais si je vais pas aller sur un projet très très vite sur certains critères. Et dès qu'un projet m'intéresse, souvent je le partage sur ma chaîne YouTube et je vais beaucoup plus loin dans l'analyse, voilà, parce que c'est ma ligne éditoriale. Je souhaite partager sur ma chaîne YouTube uniquement des investissements sur lesquels j'aurais investi ou j'investis, voilà, si j'ai les liquidités. D'accord. Tu dis que tu prends enfin une garantie d'un niveau, suffisant important, mais ça, c'est proposé par la plateforme, ou c'est pour tout le monde pareil? Il faut regarder dans chaque projet, ou à titre personnel, toi, quand tu investis, tu peux prendre une surcouche de protection? Non, toutes les plateformes intègrent une garantie Oui, depuis tout temps, sauf ouais. que historiquement et notamment avant 2022, il y avait des garanties un peu faiblardes, on va dire, plus des GAPD, des nantissements. Alors la caution personnelle, elle existe, mais la caution personnelle, pour l'activer au tribunal, c'est très compliqué. La GAPD, c'est une garantie sur la société. Si la société est à sec, si le bilan est à zéro, elle vaut rien. C'est pour ça que la crise ukrainienne a permis de mettre ça en relief, qu'il fallait une garantie sur le bien réel. C'est-à-dire que Mmh si le mh. Mmh. porteur de projet fait défaut, on récupère quand même le bien et ça nous permet en fait de le revendre derrière et donc de récupérer tout ou partie du capital et ça, c'est une des clés, majeures aujourd'hui et à titre d'exemple pour les auditeurs, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sortent, on a des couvertures au-delà de 100%, c'est-à-dire qu'on est à 150% par rapport à notre capital prêté, ce qui veut dire que c'est vraiment une couverture ceinture et bretelles, même si on a une décote aux enchères, on va baisser de 30%, ce qui est ou 20-30%, ce qui est Ouais. globalement un taux moyen en France. Il nous restera 120%, donc on va récupérer notre capital et les intérêts. Ouais, d'accord. OK, donc bon, bah, merci pour ces précisions, qui peuvent intéresser tout le monde, et moi y compris. Alors, tu nous as parlé des thèmes que tu abordais sur ta chaîne, tu nous as parlé de ta stratégie personnelle à moyen terme. En fait, tu arrives à allier les 2, c'est ça qui est bien, hein, puisque tu arrives à raconter ta Oui. stratégie, à montrer, ce que tu fais, sur ta chaîne. Donc ça ressemble à quoi une journée ou une semaine, pour toi, Laurent? Entre la production de contenu, la gestion de tes affaires, les nouveaux investissements, On va dire une journée de gestion, voilà, des investissements peut-être et probablement 2-3 jours sur la création de contenu. Ça, c'est vraiment D'accord. quelque chose qui prend, beaucoup de temps et puis également pas mal de partage parce que j'ai un groupe, Telegram, j'échange aussi avec beaucoup d'investisseurs et ça, je pense que c'est une des clés aussi, pour bien investir, c'est d'aller voir des personnes qui ont fait, qui savent Oui. faire ou qui ont fait. Oui, oui, Parce oui. que si elles ont fait des erreurs, elles vont nous le dire, ça va nous permettre de les éviter. Et si elles ont fait des choses de bien, elles vont permettre aussi de pouvoir reproduire la même chose. Et je peux donner d'ailleurs une petite anecdote là-dessus qui revient à ce fameux mastermind en 2019 auquel j'ai Mmh. participé. Ce jour-là, j'ai rencontré entre guillemets mon mentor immobilier qui m'a permis de faire mon studio en location courte durée. Donc ça, c'est un exemple. Et également lors de cette journée,
Je crois que j'en ai pas dormi, hein, la nuit d'après, c'est pour te dire que c'était une vraie claque. Ça t'a vraiment remué, oui, oui, non, mais tant Ouais, mieux. mais je pense que c'est important d'expliquer ça, c'est Ouais, ouais, que, bien sûr. il y avait des investisseurs chevronnés et notamment on m'a dit, par exemple, pour avoir mon crédit, d'aller frapper à la porte de la Banque Populaire. Des Parce que c'est une banque, par exemple, qui fait des prêts et qui va demander, qui va libérer l'argent non pas sur facture, mais sur devis. Ce qui Ah oui, permet en d'accord. fait Oui, oui, oui. d'avoir des souplesses, voilà, donc il y a des choses intéressantes qu'il faut connaître et ça permet en fait de générer un peu plus de cash, de repartir sur un autre projet et ce genre de choses. Ouais, ouais. Bon, donc tu invites tout le monde à échanger avec des personnes qui ont réalisé ce qu'ils veulent faire, quoi. Enfin, c'est primordial. Et ton groupe Telegram, alors, c'est quoi? C'est ouvert? C'est toi qui animes ou les gens discutent entre eux et tu interviens de temps en temps? Comment ça marche? Oui, c'est un groupe Telegram totalement ouvert, je communique dessus mon contenu que je fais, je leur partage, je réponds à beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges aussi entre investisseurs. C'est ça qui me plaît bien parce que l'idée, c'est pas obligatoirement d'animer tout le temps la communauté, c'est aussi qu'il y ait des échanges entre investisseurs, qu'il puisse y avoir des rencontres, parce que je le rappelle encore, c'est une clé, c'est vraiment une clé pour l'investissement. Alors, quels sont les retours que te font les membres de ta communauté, que ça soit sur les commentaires YouTube ou dans le groupe Telegram? Qu'est-ce qu'ils pensent de ta démarche, sachant que ça grossit, hein, puisque tu as un certain succès, hein, avec les visionnages de tes vidéos. Voilà. Qu'est-ce qui leur plaît aux gens? Pourquoi ils viennent? Je pense qu'avant tout, c'est la transparence, le fait que je partage tous mes comptes avec l'argent qui est placé sur les diverses plateformes. Je pense que ça, c'est essentiel par rapport à certains vendeurs de rêves, donc ça donne vraiment une crédibilité. Après, il y a toujours comment on les appelle, des haters, des personnes Ouais. qui sont vraiment désagréables et souvent, c'est des personnes qui ne font pas, qui regardent et qui critiquent et qui ne passent pas à l'action. 95% sont que des personnes donc qui sont soit des investisseurs confirmés, soit qui vont commencer l'investissement, qui cherchent par où commencer. C'est vrai que moi je pousse beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui on peut investir en France, demain en 2025, à partir d'1 euro. Que ça soit en Ouais. bourse avec des courtiers comme Trade Republic, que ce soit sur la première brique en immobilier à partir d'1 euro. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, on me répond, mais à partir d'1 euro, on va pas gagner beaucoup d'intérêt. C'est vrai. Mais commencer à investir 1 euro, se rassurer, analyser un projet de crowdfunding immobilier, parce qu'aujourd'hui, lire une plaquette de crowdfunding immobilier, elle est déjà passée à la moulinette de la plateforme, ça veut dire que c'est un projet rentable. Donc c'est Mmh. voir un petit peu la philosophie d'un marchand de biens derrière, d'un projet qui fonctionne, ça veut dire qu'on peut reproduire la même chose dans le réel, soi-même. Donc, à partir d'1 euro, commencer à investir dans un projet et voir comment ça se passe, pour moi, il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Donc, c'est quelque chose de très important aujourd'hui en 2025. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de pas commencer à investir, surtout vu l'état actuel du pays et de la dette française, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as eu des témoignages de personnes qui ont commencé à investir grâce à toi, et même si c'est pas ce que tu leur demandes, mais peut-être, mais qui suivent un peu les plateformes que tu utilises, les produits que tu utilises, qui ont des achats sur du crowdfunding immobilier parce que tu as fait une vidéo qui expliquait qu'a priori c'était un investissement intéressant et que tu as fait toi-même. Oui, oui, il y a beaucoup de retours. Après, même si moi, je reste, hein, je le dis bien, je ne fais pas du conseil en investissement, Oui, je oui, fais de la oui. création de contenu, donc c'est le fameux statut d'influenceur. L'idée n'est pas je partage uniquement mon avis et c'est vrai qu'à mon niveau, je cherche aussi à beaucoup filtrer. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles je ne vais pas, partager de contenu parce que je les recommande pas obligatoirement, parce que je sais que peut-être dans le suivi des projets, ça sera un peu plus fragile. Je veux vraiment vraiment aller vers de la qualité et cette qualité, chaque jour, en fait, mes critères s'affinent, je vais plus loin et c'est ça qui compte. Et après, effectivement, j'ai beaucoup de retours voilà, de personnes qui découvrent des plateformes grâce à moi, qui commencent à investir et qui commencent à toucher leurs premiers intérêts. Et ça, vraiment, c'est une satisfaction. Ça permet aussi voilà, de voir factuellement que d'autres commencent à investir parce que c'est tellement abstrait au départ, quoi. Et c'est là que le mot d'influenceur prend son sens, c'est qu'il y a des gens qui emboîtent ton pas, même si, encore une fois, hein, c'est pas des conseils, tu leur demandes pas de le faire, mais tu témoignes de ce que tu fais toi aujourd'hui. Alors en matière d'investissement, est-ce que tu as parlé d'erreurs, hein, qu'on fait tous? Est-ce que tu aurais des erreurs à nous présenter pour pas qu'on les fasse? Déjà, l'erreur numéro un, c'est de ne pas commencer à investir, comme je D'accord. disais. Mais ça, c'est Oui. important. Ouais, ouais, de rester passif et de pas jamais, jamais commencer, ok.
historiquement, moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas faites, hein, notamment dans les années 2010, on va dire. Même l'immobilier physique, j'aurais dû commencer bien plus tôt. Donc ça, on perd beaucoup de temps et c'est vraiment dommage parce que le temps vers les revenus passifs compte beaucoup. Ça, c'est une première erreur. La deuxième erreur, je pense, que j'ai faite également, c'est de pas suffisamment, diversifier mes investissements. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de plus en D'accord. plus. Donc la diversification est importante parce que quand on est trop investi sur un type de marché, que ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'or, ça peut être les cryptos. Évidemment, quand le marché, s'écroule, on dort pas bien. Donc ma philosophie, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, de plus en plus, c'est d'avoir, s'il y a un secteur qui se casse un peu la figure et c'est normal, il y a des crises partout, d'avoir d'autres secteurs qui se portent bien, bah, ça permet d'avoir, voilà, moins de volatilité et ça Ouais, ouais. c'est important. OK. Et comme autre erreur, non, bah, je pense que le la clé aussi, c'est échanger avec des personnes qui ont fait. Je l'ai Ouais. déjà dit, Ouais, ouais, pas rester tout j'insiste seul. beaucoup là-dessus. Les apéros, moi, IMO ou les apéros entrepreneurs, investisseurs m'ont énormément apporté. Sans cela, je ne serais pas où j'en suis, aujourd'hui, même si je suis sur le chemin. Je suis pas encore arrivé, mais c'est des mines d'or. Et tu l'as dit, on peut débuter avec 1 €. On va pas prendre grand risque avec 1 €. Par contre, on va commencer à comprendre les mécanismes de l'investissement, voir analyser en effet des projets et bah, être plus fort pour quand on va investir 10, 100, 1000 ou 10 000 € plus tard. Donc, ouais, faut bien commencer par le début et commencer petit, quoi. Non, mais c'est sûr, hein. Même investir, voilà, ouvrir un PEA, prendre date parce qu'on sait qu'au bout de Oui. 5 ans, il y aura une fiscalité qui sera moindre. Il y aura que les prélèvements sociaux. Commencer à investir dans l'enveloppe du PEA, ne serait-ce que, voilà, 20-30 € chaque mois sur un ETF monde, par Mmh. exemple. Plutôt que de se dire: «On va faire du trading, je vais acheter cette Oui. action au plus bas, la revendre au plus haut», d'avoir cette approche-là sur un S&P, enfin, ou plutôt un S&P 500 ou un ETF World qui a des rentabilités, voilà, aux alentours, on va dire entre 7 et 10 historiquement, bah, c'est passif, ça permet de mettre un pied à l'étrier et d'avoir une vision, voilà, tranquille et sur le long terme. Déjà très intéressant, en effet. Alors, tu sais que chez Plénitude Finance, on est spécialiste de la gestion budgétaire, hein. On fait de l'audit pour que chacun puisse prendre conscience de sa situation. On fait du coaching pour que chacun puisse reprendre en main ses finances quand il y a besoin ou aller chercher des poches d'épargne supplémentaires pour ben, accomplir leurs objectifs, hein, et ces objectifs, ça peut être notamment investir. On a vu notamment un couple de clients qui a mis de l'ordre dans ses finances et qui s'est généré une capacité à épargner qui lui a permis, d'être crédible auprès de la banque parce que elle n'avait plus d'agio, plus de découvert et puis en plus, ça s'était généré 300 ou 400 € d'épargne par mois. Est-ce que c'est des échanges que tu as, la gestion budgétaire ou la capacité à épargner, on va dire, hein, de manière générale pour investir? Est-ce que tu en discutes un peu avec ta communauté? Ou est-ce que c'est un sujet qui arrive parfois dans la discussion sur ton groupe Telegram? Ah oui, oui, bien sûr, c'est des échanges que l'on a. Alors il y a 2 parties dans mon audience. Effectivement, il y a une partie d'investisseurs, plutôt confirmés qui ont vraiment pleine conscience de cette partie épargne. Après pour les nouveaux investisseurs, et j'ai déjà fait de nombreuses vidéos là-dessus, la première étape, c'est pas d'investir, hein, vraiment, il faut le rappeler. Mmh. La première étape, c'est déjà avoir une gestion de ses finances saine, de pas dépenser plus que ce que l'on gagne, donc éviter les mauvaises dettes, éviter, beaucoup de choses peut-être, et puis de surtout, ne pas terminer à zéro, ne pas payer Ouais. d'agio, ne pas voilà, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est le pilier numéro un. Le pilier numéro 2, c'est de, se payer en premier, de faire un virement de 10 ou 20 sur son salaire et de l'envoyer sur un autre compte bancaire. Ça, c'est essentiel pour, faire partir l'argent, ne pas être tenté. Avoir 3 à 6 mois d'épargne de précaution, ça, c'est important de le faire. Et puis le troisième pilier, à partir de cela, c'est une fois qu'on a, une bonne gestion, voilà, de son budget, une épargne suffisante qui permet, voilà, d'être là en cas de coup dur, évidemment, l'idée, c'est de passer après à de l'investissement et d'investir de manière, mensuelle, inévitablement, quoi. OK, OK, merci. Ouais, donc bon, on voit bien qu'en effet, c'est un préalable, hein. C'est sûr que pour investir, il faut avoir des sommes. On a dit qu'elles n'étaient pas nécessairement très importantes, mais bien sûr, plus on en a, plus l'effet de levier va être important. Il y a l'effet temps aussi, c'est ce que tu dis, hein. Plus on démarre tôt, plus les intérêts composés vont se développer vite de façon exponentielle.
Alors sur ta chaîne, est-ce que tu as une idée, de ce que tu vas, faire à l'avenir, de comment tu vas évoluer? Est-ce qu'il y a des demandes particulières de tes auditeurs? Est-ce qu'ils veulent, que tu élargisses tes contenus à autre chose que des témoignages un peu de ce que tu fais, toi-même? Et tu en fais beaucoup, hein, donc il y a déjà beaucoup de contenu, mais, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire en 2025, en 26, en 27? Le premier point que je ne changerai pas, c'est partager chaque mois mes revenus passifs. Ça, c'est important parce que ça permet même à mon niveau, de gérer ma gestion, voilà, de mon Ça budget, t'oblige de en mes fait, finances. ouais. Exactement, ça m'oblige. Et avec quelques graphiques, ça permet de voir où j'en suis et de voir mes mauvais investissements, ce qui me rapporte moins par rapport à d'autres. Donc c'est très intéressant de faire ça. Ça restera, c'est sûr. Et après, l'idée, c'est de continuer à améliorer mon contenu sur peut-être plus des comparatifs entre plateformes, fruit un petit peu de mon analyse depuis un an et demi maintenant, d'aller plus loin dans les plateformes par rapport à ce qui est fait généralement, parce que c'est souvent un petit peu superficiel, quelques avantages, quelques inconvénients. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui reviennent de débutants. C'est important d'aller plus loin et j'ai cette vision assez pédagogique de partager tous les avantages, les inconvénients, la manière de faire sur chaque plateforme. Pour moi, c'est important pour des personnes qui débutent parce que Ouais. c'est pas si simple que ça à appréhender. Donc ça veut dire que si une plateforme ne te convient pas, tu vas renoncer aux éventuels, codes promo ou liens d'affiliation qu'ils pourraient te donner et donc bon, mais en même temps, tu gagnes, en crédibilité aussi auprès de ton audience qui va être plus Oui, fidèle oui. et donc c'est bon, ça vaut le coup, Il quoi. y a aucun intérêt, les gens sont pas dupes à mettre en avant une plateforme qui n'est pas, correcte et ou sur laquelle je n'investis pas parce que, pour moi, il y a aucun intérêt. Je suis sollicité quasiment tous les jours par diverses plateformes pour, mettre en avant, certains produits, mais tant que je ne suis pas inscrit et tant que je n'ai pas investi, aujourd'hui, je refuse. D'accord. Parce que, ça a pas de sens. Comment faire une vidéo? Comment, scripter une vidéo sur un sujet qu'on ne maîtrise Ouais, pas? ouais, ouais, oui. Voilà, je pense que ça n'a pas de sens. Bah, c'est une démarche, déontologique, hein, éthique qui est tout à ton honneur et puis qui va renforcer la crédibilité, ouais, de ton audience, hein, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que tu fais de l'éducation financière? Oui. Ah oui, pour moi, oui. C'est ça, hein, tu en fais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, sur l'éducation financière? Donc ton public, ton audience, elle est française, francophone. Qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi on a besoin de gens comme toi finalement pour faire son éducation financière? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens à part de t'écouter à toi? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ta vision de l'éducation financière? Ma vision, elle est pas très, très bonne par rapport à l'éducation financière en France, ça c'est clair. Je commence à faire celle de mes enfants de plus en plus. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo prochainement, quel héritage laisser à ses enfants ou quelque chose Oui, comme ça. S'ils devaient voir une seule vidéo me concernant, quelle serait-elle? Et je me suis dit: «C'est pas sur une plateforme et cetera, il serait peut-être intéressant sur les grands concepts, de faire une vidéo parce que c'est pas au collège qu'ils vont apprendre ça, ni au lycée». Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est quelque chose qui devrait être bien plus présent. Mais après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette culture financière par rapport aux pays anglo-saxons et c'est un vrai problème, à mon sens. Donc, côté éducation, je suis parti sur la question, du coup, j'ai oublié la question. oui, la question c'était, ta vision de l'éducation financière en général, en France, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi les gens, sont obligés de regarder des vidéos comme les tiennes pour se faire leur éducation financière? Bon, tout ça. Donc, d'une part, parce que bon, on n'en parle pas à l'école, ça c'est clair. Et je pense aussi que sur le fond, ça devient même volontaire, enfin, et même culturel, parce que c'est un petit peu l'argent est sale. Tel que je le conçois, Mmh. c'est pas bien de gagner un peu plus d'argent, d'avoir des revenus passifs, de toucher des dividendes sur une action, quelle qu'elle soit, alors que voilà, c'est une rémunération par rapport à un capital qui est investi avec un risque. Et aujourd'hui, c'est aussi peut-être une mauvaise image par rapport aux entreprises. Ce que j'aime beaucoup, en fait, valoriser aussi dans certaines de mes vidéos, j'en parle de temps en temps, quand j'investis sur un projet de crowdfunding immobilier, c'est clairement de l'éducation financière parce que c'est un projet qui est rentable pour tous les acteurs, pour le porteur, pour la plateforme. On fait vivre également le notaire, l'artisan, l'agent immobilier, le géomètre dans certains cas. Et au final, on voit dans ce type de projet, l'investisseur gagne un petit peu, mais en fait, on fait vivre tous les acteurs, on fait vivre donc l'économie française. Et c'est vrai que je suis un petit peu
embêté quand je vois que peut-être la flat tax va augmenter. Je me dis, c'est dommage parce que ça fait vivre un petit peu aussi le pays. Donc je trouve qu'en termes d'éducation financière, il y a beaucoup à faire en France. Je pense que les réseaux sociaux et les plus jeunes, autour de 20 ans, Ouais. beaucoup commencent à investir et ça, je trouve ça vraiment rassurant. Je pense aussi pour mes enfants, peut-être commencer, parce que je sais qu'il y a des aspects de succession qui sont assez intéressants autour du compte titre ordinaire, peut-être commencer à investir dans des comptes titres pour derrière leur laisser par la suite. Il faut voilà, vraiment les accompagner au mieux et parce que si on le fait pas nous-mêmes, si on se forme pas toujours continuellement nous-mêmes, on va avoir du mal à être crédible aussi derrière et c'est pas simple. Et je peux te donner d'ailleurs un autre exemple. Dans mon environnement personnel, dans ma famille, on me regarde quasiment comme si j'étais un ovni, en fait. Très peu de personnes investissent. C'est la question que j'allais te poser. Et oui, c'est la question que j'allais te poser. Bon, un, très peu investissent, et deux, en plus, de voir quelqu'un qui investit et qui affiche des chiffres aussi librement que tu le fais. Ouais, quel type de réaction t'as généré dans ton entourage familial, amical? Il y a très peu d'échanges, peu de personnes en parlent. Ah Ah ouais, oui, ouais. ah oui. Et mais après, c'est pas grave. Au début, j'ai eu certaines difficultés là-dessus, mais au fur et à mesure, plus ça grossit, plus on se dit qu'on est sur le bon chemin. Et après, c'est vrai que c'est quand la personne a fait que les autres personnes se demandent comment elle a fait en fait. Oui, oui, Donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, peut-être. probablement. Mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels finalement on en parle plus facilement avec des inconnus qu'avec des proches. Il y a moins d'enjeux peut-être. L'argent a encore une place bien particulière et en aura toujours, hein, c'est normal. Ok, ouais, merci, c'est intéressant ce témoignage. Donc une prochaine vidéo à destination des enfants. Donc écoute, en tout cas, si t'en fais une, je la ferai regarder au mien. Donc tu nous as donné des recommandations pour ceux qui veulent se lancer, commencer petit, diversifier. C'est des conseils, s'entourer, hein. C'est des conseils qui peuvent paraître évidents, mais encore faut-il les mettre en application et pas tout miser sur une seule action, sur un seul projet de crowdfunding, sur un seul événement, mais vraiment aller diversifier. Tu nous as parlé de ce mastermind qui t'a beaucoup marqué. Est-ce que tu as eu le temps ou tu as lu des livres ou écouté des podcasts ou je ne sais quoi qui t'ont aidé? Lesquels, voilà, si tu as un livre à nous, un livre, si ce n'est fétiche, en tout cas recommandé aux auditeurs sur le sujet des finances personnelles de l'investissement. Allez, je vais en donner 2 parce qu'il y en a un pour les débutants. Je pense que Ok, un livre, bah, comme Père riche, père pauvre ou peut-être L'homme le plus riche de Babylone, qui est plus historique aussi. oui, C'est des super bouquins pour comprendre bah, ces mécaniques de gérer son budget, d'épargner et d'investir. C'est vraiment des bouquins de base à lire. Ça sert à rien, je pense, d'en lire 50, mais déjà commencer par ces 2 bouquins. Et après, moi, un bouquin qui m'a beaucoup apporté, c'est L'Essentiel. Je connais plus d'accord. le nom de l'auteur. Je sais pas si tu connais The One Thing. Non, je connais pas. Ce bouquin est exceptionnel parce qu'on connaît tous la loi de Pareto. Il y a des bouquins aussi de Brian Tracy où on nous dit d'avaler le crapaud, c'est-à-dire faire les tâches les plus importantes. Donc ça rejoint un peu plus la productivité. Mais en tant qu'entrepreneur et même dans son quotidien, faire déjà l'essentiel, c'est hyper important. Alors ça rejoint la procrastination et pas mal de Ouais. choses. Mais souvent on dit il faut faire la tâche la plus importante et après on fera les autres derrière. Mais lui, il va plus loin que ça en disant, potentiellement, dans la journée, on n'a besoin de faire qu'une tâche. La tâche essentielle, en fait. Parce que même si ça représente que 20% du temps, elle va donner 80% de De la résultats. Et si valeur, on ouais. fait ça tous les jours, on n'a pas besoin de faire autre chose, en fait. Et parce que moi, j'avais tendance aussi à beaucoup travailler, à passer beaucoup de temps sur plein de choses, à être curieux. Et en fin de compte, à un moment donné, il faut se dire, ben non, si la stratégie, on fait les bons choix, Ouais, oui. sans vouloir travailler 10 heures, 12 heures par jour, ça peut être tout aussi rentable. Mais après, il faut faire jouer un petit peu, voilà, faut y réfléchir. Ouais, ouais. D'accord, donc c'est privilégier, si je comprends bien, un peu l'action ciblée plutôt qu'une réflexion parfois un peu sans fin, hein, qui au bout d'un moment, la prise de connaissance qui peut un peu freiner l'action, ou, il y a un peu ça aussi, mais Mais c'est également, on se fait souvent mobiliser, même dans le cadre de son boulot,
par les mails, par un peu les réseaux sur son temps personnel, par diverses choses. Alors que, quand on se lève, déjà ne pas prendre son téléphone, voilà, se réveiller en douceur, prendre l'air frais, aller faire un footing, ce genre de choses et puis attaquer tout de suite la chose la plus importante qui pourrait changer, notre vie pour demain, quoi. Mmh, Ça, je mmh, pense mmh. que c'est quelque chose de pas facile à faire parce que souvent on se réveille le matin, on n'est peut-être pas obligé de voilà, d'avoir l'énergie pour, mais pourtant c'est essentiel parce que quand on a fait cette étape-là, on est content tout Ouais. simplement. Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr, on est heureux. Super, mais merci d'avoir parlé de ces livres, hein. Finalement, ça en est arrivé sur des recommandations pour avoir une vie plus épanouie, donc écoute, c'est super. Notre interview, touche à sa fin. Laurent, qu'est-ce que tu voudrais nous apporter en plus? Qu'est-ce que je ne t'ai pas laissé exprimer? Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs? Bon, je pense que j'ai globalement un petit peu tout dit. En tout cas, merci pour, ton invitation et puis de m'avoir permis, voilà, de partager tout ce parcours. Je pense que c'est indispensable, voilà, pour les auditeurs de se former, d'être curieux autour de Mmh. l'éducation, financière, de la gestion de son budget. C'est essentiel aujourd'hui parce que je vais pas dresser un portrait très négatif, mais le pays, la France va pas très, très bien. Ouais. L'entrepreneuriat, le fait d'investir, c'est vraiment mal vu, alors que dans d'autres pays, c'est vraiment la clé parce que de là vient l'innovation. On finance ces entreprises et c'est ce qui crée aussi de l'emploi, du dynamisme. Et je trouve qu'il faut, en France, on n'est pas aidé et il faut vraiment se faire sa propre culture, ce travail-là, parce que les autres le feront pas pour vous. Et C'est ça, sûr. c'est vraiment essentiel. Super, bah, écoute, merci beaucoup, Laurent, pour tout ce que tu nous as apporté. On a vu qu'une fois qu'on avait, augmenté sa capacité à épargner, il y avait plein de choses qui s'ouvraient, sur la route de la liberté financière et grâce à toi, on va pouvoir, avancer un petit peu plus vite sur cette route. Donc je te souhaite, le meilleur et puis, écoute, au plaisir. Super, merci Xavier. Au revoir, Laurent. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Laurent a renforcé votre intérêt pour la gestion budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. À très bientôt.